ça en fait l'univers de comics qui m'enthousiasme le plus actuellement. À chaque numéro, vraiment, je me rue sur le numéro, je me plonge dedans et je suis jamais déçu. Oui, des fois, je devrais davantage mesurer mes propos. Faut jamais dire jamais, jamais dans la vie. Jamais dire jamais du tout. Listen to me. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année avec évidemment plein de bonnes lectures comics. Je vous dis plein de bonnes lectures comics, mais en ce début d'année, j'avais quand même envie de revenir sur une lecture de la fin de l'année dernière que j'attendais avec impatience et peut-être un petit peu trop d'impatience. Je vais vous parler des débuts de la série régulière G.I. Joe avec le numéro 1, le numéro 2 et puis aussi le numéro 3 que j'ai lu en numérique mais que je n'ai pas encore en format physique. Donc faisons le bilan de ces 3 premiers numéros. J'avais énormément aimé la mini-série Duke et plutôt apprécié la mini-série Cobra Commander qui annonçait toutes les deux cette nouvelle série régulière G.I. Joe. Avec Joshua Williamson qui avait signé ces 2 mini-séries au scénario, eh bien j'avais forcément des attentes. Et pour le premier numéro de G.I. Joe, il faut reconnaître que Joshua Williamson répond aux attentes et à ce qu'il a annoncé faire dans ces 2 mini-séries en suivant à la fois le point de vue de G.I. Joe et le point de vue de son groupe adverse Cobra. Le problème est que, au final, j'ai trouvé que ce premier numéro avait un goût de pas assez. Pourquoi un goût de pas assez ? Pour ça, je vais être obligé de spoiler et de rentrer dans les détails de ce numéro. On a une première séquence, une scène d'action assez spectaculaire, avec une présentation de chaque membre de l'équipe. G.I. Joe était prévu comme une série d'équipes, et finalement, on a cette promesse qui a l'air de se concrétiser. Bon, cette scène d'action se révèle être en fait une scène d'entraînement, et non pas une véritable mission des G.I. Joe. Mais passons, c'est un classique dans les comics. On avait en ouverture des titres X-Men assez souvent des entraînements en salle de danger. Donc voilà, c'est un petit peu le passage obligé de l'entraînement des personnages. On reprend ensuite les affaires du côté de Cobra et sur leur armement technologique assez sophistiqué et leur recherche de la source d'énergie pour leur armement technologique. Et là, on est sur un lien avec les titres Transformers et on retrouve les personnages de Cobra Commander et de Destro et le conflit entre ces 2 personnages, et ça c'est très intéressant. Ensuite on a la scène d'introduction d'un nouveau personnage, un personnage qui va rejoindre G.I. Joe, si on en croit la couverture du numéro, dans une scène d'action, de baston à la John Wick. Et puis ensuite, voilà, on a une scène d'échange, de débriefing entre le général Hawk et Duke sur l'entraînement du début du numéro, et les G.I. Joe se réunissent, Cobra se réunit, et tout ça, ça prépare une scène d'action dans les 10 dernières pages, qui est le moment tant attendu de la confrontation entre G.I. Joe et Cobra. La première confrontation entre G.I. Joe et Cobra. Scène d'action assez bien menée, avec un découpage toujours dynamique, on s'implique. Le problème, c'est que cette scène d'action, comme je disais, il reste que 10 pages, et au final, elle est coupée, et en fait, on est coupé au beau milieu de l'action. Et on est coupé au beau milieu de l'action dans un moment qui me gêne un petit peu en tant que cliffhanger, qui est le fait qu'il y a un des membres de G.I. Joe qui se fait cribler de balles. Et là, 2 solutions. Première solution, il s'agit d'une fausse mort et le personnage est criblé de balles mais survit. Et là, c'est un ressort des comics réguliers, la fausse mort, et dans les séries aussi, qu'on retrouve dans les différents types de séries, mais qui me pose toujours problème parce que finalement, l'impact dramatique est perdu et on se dit, c'est toujours assez facile en fait ce ressort de la fausse mort. C'est en gros, voilà, un événement dramatique mais pour rien. Et l'autre solution, c'est que ce personnage est réellement mort. La solution qui a été quand même choisie par Joshua Williamson. Et cette solution, voilà, elle est problématique pour moi dans cette série G.I. Joe, dans la mesure où ce personnage, on l'a vu un petit peu tout au long de cet épisode, et un peu tout au long de Duke. Mais c'est un personnage secondaire. Et finalement, on a une forme de frustration parce que ce personnage est mort, mais on aurait bien aimé le voir un peu plus développé et que ce ne soit pas simplement de la chair à canon. Après, c'est une façon pour Joshua Williamson de bien montrer le déséquilibre entre G.I. Joe et Cobra et le fait que Cobra, pour l'instant, est en situation de supériorité par rapport à G.I. Joe. La mort
pour le coup, de ce personnage est assez bien traité dans les numéros suivants, avec quand même tout un impact émotionnel chez les personnages de G.I. Joe. Donc on se dit qu'il s'agit peut-être d'une mort fondatrice, comme ça peut être le cas dans beaucoup de comics, que ce soit la mort des parents de Batman ou la mort de l'oncle Ben de Spider-Man. Et c'est une forme de frustration qu'il peut y avoir dans la série G.I. Joe pour le moment, c'est que c'est une série qui est quand même assez centrée sur le personnage de Duke. Ce qu'on peut comprendre parce que le personnage de Duke est le chef de l'équipe et finalement ça reste un bon personnage, mais on a l'impression que les autres personnages autour de Duke, même s'ils ont droit à des petites scènes ici ou là et que ça s'arrange au fur et à mesure des numéros, sont un peu relégués au second plan. Voilà, donc on a une forme de frustration parce qu'on aimerait en voir plus de ces personnages-là. Le personnage de Duke, on commence à bien le connaître. Et puis au niveau du graphisme, même si encore une fois c'est très dynamique, comme sur Duke, et que Tom Reilly, donc l'artiste de Duke, fait toujours bien le travail. Je suis un peu moins client de la colorisation de Jordi Belair ici, notamment lors de la scène dont je vous parlais tout à l'heure, qui introduit le personnage mystérieux qui va faire partie de G.I. Joe. Scène dans une boîte de nuit, donc un côté un peu bichrome, en jaune et mauve, qui me paraît un petit peu terne. Et puis on a des scènes, ouais, je trouve un peu moins soignées du point de vue des couleurs, donc un peu déçu de ce point de vue-là. Après, c'est le problème des séries mensuelles où on a un flux continu de production par rapport aux mini-séries où on sait que voilà finalement on soigne une mini-série des débuts jusqu'à la fin. Là, pour une série mensuelle, avoir la même constance de qualité graphique et de scénario de numéro en numéro, ça peut s'avérer plus compliqué à tenir. Voilà, mais pour l'instant, rien de grave sur G.I. Joe, on est quand même sur du très agréable graphiquement. Ces débuts de G.I. Joe, ça a été un petit peu une déception pour moi au départ, avant que je me remette à apprécier ce que me propose Joshua Williamson, parce que là, je suis à nouveau bien rentré dans la série au numéro 3. Et ce qui est intéressant avec ce sentiment de déception et de frustration, comme je vous parlais tout à l'heure par rapport à l'absence d'utilisation de certains personnages, c'est que ça résonne avec la note d'intention que Joshua Williamson donne à la fin du premier épisode de G.I. Joe, en disant que finalement, de son côté, il va falloir que lui soit patient pour pouvoir jouer avec tous les personnages de G.I. Joe dont il a envie. Et il a hâte de jouer avec certains personnages de G.I. Joe, mais il doit se réfréner, se dire non, je les utilise pas tout de suite, je les utiliserai plus tard. Et on a l'impression qu'il nous encourage, nous lecteurs de la même façon, à être patients, lui faire confiance dans la direction dans laquelle il veut aller et nous dire vous inquiétez pas, si pour l'instant vous êtes impatient de voir certaines choses, ça arrivera mais plus tard. Et c'est une leçon que je retiendrai peut-être de cette première lecture de G.I. Joe, c'est la patience. Voilà, faire preuve de patience. Une résolution que j'essaierai d'appliquer cette année 2025, qui n'est pas forcément facile à appliquer parce qu'on est quand même bombardé de bandes annonces, que ce soit les bandes annonces de Superman, de Daredevil sur Disney+, et puis bientôt on va avoir les bandes annonces évidemment de Fantastic Four, donc plein de contenus dérivés des comics qu'on est impatient de découvrir, mais cette impatience, il faut peut-être effectivement la canaliser, réduire les attentes de façon à juger en fait ces films pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'on aimerait qu'ils soient. Et on peut aussi tromper ce sentiment d'impatience en nous replongeant dans des œuvres qui nous ont marqués. Et c'est mon intention avec Twin Peaks que je devais revoir depuis un certain temps. Et là, la mort de David Lynch me donne encore plus envie de revoir Twin Peaks. Je reviendrai probablement sur une vidéo plus tard dans l'année, je ne sais pas à quel moment, pour vous toucher un mot de Twin Peaks, qui est une série que j'adore. Et Twin Peaks The Return illustre bien à la fois la frustration qu'il peut y avoir des fois devant certains contenus, et puis la façon dont on peut être satisfait à la fin quand on a la vue d'ensemble et qu'on voit où voulait aller un auteur. Et pour ma prochaine vidéo de la Geekosphère, aucune frustration puisqu'il s'agira d'un récit complet à consommer sans modération. À la prochaine.